Stéphanie Gentil, donc je suis le médecin coordonnateur de la structure régionale qualité et sécurité des soins. Donc on aura l'occasion de revenir sur cette structure dans une présentation future, donc tout à l'heure. Donc moi je suis ravie de vous accueillir en collaboration avec le CREAI, l'HS et l'ARS, et je vous souhaite une bonne matinée. La matinée assez dense, on va essayer de respecter le timing. On va avoir une présentation, c'est important de reposer le cadre, et la HAS est présente ce matin pour permettre de rebalayer tous les enjeux de ce nouveau référentiel et de son application. On commencera donc par cette présentation qui sera suivie d'une table ronde avec une représentation des différentes autorités de contrôle et tarification, que ce soit les départements, que ce soit la DRETS, que ce soit la PJJ, que ce soit l'ARS. J'espère que j'oublie personne, mais on en oublie toujours. Une table ronde qui a pour enjeu de créer cet espace d'échange de questions-réponses entre les uns et les autres. On vous présentera ensuite avec le SRA assez rapidement quel rôle d'étayage d'appui on peut vous proposer au sein de la région PACA, et ça sera l'occasion par la suite d'aller échanger autour d'un café pour revenir sur un deuxième temps de la matinée qui relève des retours d'expérience. Certains établissements ont commencé, on est en avril 2023, on commence à peine, certains acteurs sont en train de s'approprier la démarche, testent un certain nombre de modalités de mise en œuvre d'accompagnement. L'objectif, c'est de partager autour de ces expériences et pareil, de rebondir sur un temps de table ronde avec questions-réponses entre vous et les différents retours d'expérience. Si certaines personnes ne souhaitent pas apparaître sur le film de la matinée, c'est une matinée qui est enregistrée et qui sera diffusée sur les différents sites et qui sera diffusée à travers nos différents réseaux sur la région, de façon à ce que les personnes qui n'ont pas pu être présentes puissent en bénéficier dans un deuxième temps. Donc on vous invite à vous manifester auprès de nous si ça a dérangé certaines personnes. Simplement reprendre, avant de passer la parole à la HAS, une mission confiée en 2019 relative à l'organisation et la transformation du système de santé. La Haute Autorité a publié en mars 2022 le référentiel et le manuel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, suivi en mai 2022 de la procédure d'évaluation du cahier des charges applicable aux organismes souhaitant réaliser cette évaluation en ES-SMS. C'est le premier référentiel national commun. Je pense que la plus-value, c'est celle-là. Chacun travaillait sur son propre référentiel. On a nous-mêmes travaillé en tant que CREAI à l'élaboration de référentiels avec des acteurs. Voilà. Aujourd'hui, l'idée est bien de commencer à parler un langage commun. Pour favoriser cette appropriation, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure. HAS nous a sollicité le réseau de la fédération FORAP et en CREAI, qu'on représente aujourd'hui sur nos régions, PACA et Corse pour ce qui nous concerne, pour pouvoir échanger autour de ce sujet, avec un soutien de la l'ARS PACA et, comme je le disais, une présence renforcée des différentes autorités de contrôle et de tarification. Bonjour à tous. Déjà merci à tous ceux qui ont permis l'organisation de cette journée. On est évidemment ravis d'être avec vous aujourd'hui. C'est la deuxième journée régionale qui s'organise, la première en présentiel, donc ça fait plaisir d'être en face de vous, avec vous. Et on va effectivement vous présenter le dispositif et vous faire quelques rappels, même si pour certains vous avez déjà regardé certains webinaires qu'on a pu organiser. Donc se rappeler les fondements de l'évaluation, puisque ça a été le guide pour l'ensemble de nos travaux et qui a permis de sortir ce référentiel que vous connaissez aujourd'hui. Alors, l'évaluation, elle est donc bien prévue par le Code de l'action sociale et des familles, hein, c'est l'article 312.8 qui prévoit le dispositif d'évaluation. L'objectif est d'apprécier la qualité des prestations délivrées par les ES-SMS aux personnes accompagnées. N'a évidemment pas changé depuis la loi de 2002, puisqu'il s'agit toujours d'évaluer les structures qui sont listées à l'article L312.1 du Code. Ce qui a changé par contre, c'est évidemment la temporalité de cette évaluation, puisque maintenant elle est à réaliser tous les 5 ans par un tiers indépendant de l'ES-SMS, hein, ce qu'on appelle les organismes accrédités. Donc voilà pour le cadre qui n'a pas évolué
depuis la loi de 2002 avec ces établissements-là. Parce qu'on a souvent la question de savoir si est-ce que je suis tel type de structure, est-ce que je dois réaliser une évaluation. Le périmètre n'a pas changé. Vous êtes toujours soumis à l'évaluation si vous faites partie de ces établissements-là. Évidemment, les structures expérimentales, puisqu'on a déjà lu la question, ne sont pas concernées, puisque l'évaluation de ces expérimentations a lieu dans le cadre de l'expérimentation. Et c'est uniquement si ces structures-là rentrent dans le droit commun qu'elles vont être soumises à cette évaluation de la qualité prévue par l'article L312.8. Alors, pourquoi l'évaluation, puisque l'idée n'est pas juste de remettre un rapport d'évaluation à l'issue d'une visite, c'est bien d'apporter une réponse pertinente et adaptée aux personnes accompagnées d'abord, à leur famille, puisque ces personnes ont la possibilité de connaître le niveau de qualité atteint par une structure qui va ou qui les accompagne déjà. Évidemment, pour les professionnels de ces structures, un outil de management interne, d'amélioration des pratiques, puisque ça permet aussi de travailler collectivement sur les enjeux de qualité. Et évidemment, pour les autorités, un outil de dialogue régulier avec la structure. Et évidemment, ça reste, et ça n'a pas changé non plus depuis 2002, le support de renouvellement des autorisations d'activité. Alors, pour engager ces travaux, les instances de la Haute Autorité de Santé qui ont validé l'ensemble de ces travaux nous avaient fixé un certain nombre d'orientations stratégiques. Alors déjà, les 3 enjeux de cette démarche d'évaluation, à savoir permettre à la personne d'être actrice de son parcours, renforcer la dynamique qualité dans les structures sociales et médico-sociales, puisque les démarches qualité étaient engagées depuis 2002, évidemment, mais voilà, de renforcer cette dynamique, et enfin de promouvoir une démarche porteuse de sens pour les structures et leurs professionnels. Autres orientations stratégiques qui nous ont été fixées et qui ont permis de recentrer notamment les travaux sur l'élaboration du référentiel, c'est d'abord de construire un référentiel centré sur la personne accompagnée. Donc centré sur la personne accompagnée, tant dans les thématiques, dans les critères du référentiel, que dans les méthodes d'évaluation avec la participation de ces personnes à la démarche d'évaluation de la structure qui les accompagne. Alors, pour cet exercice sur ce référentiel-là, on nous avait fixé 4 valeurs prioritaires à atteindre dans la construction de ce référentiel, à savoir le pouvoir d'agir de la personne, le respect des droits fondamentaux, l'approche inclusive des accompagnements et la réflexion éthique des professionnels. Donc ces 4 valeurs, elles vont se traduire dans le référentiel lui-même, dans les thématiques, les critères, comme dans les méthodes d'évaluation. Enfin, dernière grande orientation stratégique, une démarche d'évaluation à 3 niveaux, qu'on va retrouver finalement dans la construction du chapitrage du référentiel, avec la personne accompagnée, les professionnels et l'établissement ou le service social médico-social. Donc voilà pour ce qui est des orientations stratégiques qui nous avaient été fixées. Évidemment, à côté de l'évaluation de la qualité, il y a des dispositifs complémentaires qui ne relèvent pas de la Haute Autorité de Santé, mais qui continuent évidemment d'exister, comme les missions d'inspection et contrôle qui sont à la main des autorités de tarification et de contrôle, les contrôles de conformité aux normes. Donc tous ces dispositifs-là continuent d'exister et concourent également à la qualité, à la vie de la structure. Alors, sur la base de l'ensemble de ces travaux, on a travaillé avec des experts de terrain, des groupes de travail, pour faire valider par nos instances donc, le référentiel et le manuel d'évaluation que vous connaissez. Et donc, je vais passer la parole à Nana, qui va vous présenter les outils proprement dits. Merci. Alors, nous allons rentrer un peu plus précisément dans les outils dont vous avez pu en prendre connaissance sur le site internet de l'HAS, puisqu'on a tout mis en publication au mois de mars de l'année dernière. Cela fait exactement 1 an. Comme vous avez pu le voir, le référentiel d'évaluation est structuré en 3 chapitres qui sont déclinés en 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Ces 3 chapitres du référentiel répondent directement à une des orientations stratégiques qui nous a été fixée, à savoir élaborer un référentiel d'évaluation à 3 niveaux, qui porte donc sur le chapitre 1, la personne,
le chapitre 2, les professionnels, et le chapitre 3, le SSMS, à savoir les établissements et les services sociaux et médico-sociaux. Il est très important pour nous de préciser que chaque évaluation doit être réalisée dans le cadre des missions de l'ESSMS, donc dans le cadre des accompagnements qu'ils réalisent, à savoir s'ils sont contraints ou non, et de la mesure qui s'impose à la personne qui est accompagnée, comme dans certaines structures telles que la PJJ par exemple. Les 9 thématiques du référentiel permettent de passer en revue l'ensemble des questions qui vont faire la qualité d'un accompagnement dans une structure donnée. La majorité d'entre elles sont communes aux 3 chapitres. Quelques-unes sont spécifiques à quelques chapitres, dont 2 thématiques qui sont spécifiques au chapitre 3, puisqu'elles vont être abordées dans le cadre de l'entretien avec la gouvernance. Donc, au sein du référentiel, il y a donc 157 critères. Certains sont dits critères génériques, puisqu'ils vont s'appliquer à tous, quelle que soit la structure qui est évaluée. Et 28 sont dits spécifiques, puisqu'ils vont s'appliquer de manière différenciée en fonction du type de structure, du secteur d'activité ou du public qui est accompagné par la structure. Alors, sur les critères spécifiques, vous trouvez dans le manuel d'évaluation, dans la fiche pratique numéro 2, la concordance entre la catégorie de structure dans laquelle vous exercez et les champs d'application. Donc, on a directement associé la catégorie finesse de la structure au champ d'application. Donc, vous allez voir, à partir du moment où vous vous connectez à SINAE en tant qu'ESAT, en tant qu'EPAN, le logiciel va vous reconnaître en tant qu'EPAN, en tant qu'ESAT, et il va associer directement les critères qui sont applicables uniquement à votre structure, ce qui fait que vous ne verrez pas les critères qui ne vous concernent pas. Alors, autre caractéristique qui permettent de différencier ces critères, on a identifié des critères qui sont dits standards, qui correspondent au niveau attendu, et 18 critères impératifs qui doivent être totalement satisfaits. Vous les avez sûrement déjà identifiés dans le référentiel. Ces 18 critères impératifs couvrent essentiellement les domaines des droits des personnes, mais également des questions sur le risque de maltraitance et de violence, sur les plaintes et réclamations ou les événements indésirables notamment. Pour information, nos instances ont voulu faire passer une marche à tous les ESSMS dans le cadre de cette première itération du référentiel, d'où le fait d'avoir sélectionné ces 18 critères impératifs et d'y avoir associé un certain nombre de conséquences à l'évaluation de ces critères impératifs. Alors en effet, à partir de ces critères impératifs, donc pendant la visite d'évaluation, les évaluateurs vont évidemment apporter une cotation en face de ces critères. Et à partir du moment où ces critères ne sont pas totalement satisfaits, donc où la cotation est inférieure à 4, ils vont devoir remplir un formulaire avec des éléments complémentaires. Ils vont pouvoir faire des investigations complémentaires auprès de vos équipes. Et puis, évidemment, on leur demande d'être transparent avec vous, de vous informer pour qu'il n'y ait pas d'effet de surprise à la réception du rapport. Mais voilà, d'avoir ces éléments-là en complément lors de la visite d'évaluation. Ensuite, à partir du moment où vous allez recevoir le rapport d'évaluation, ce qui est attendu, c'est que vous élaboriez un plan d'action spécifique, priorisé sur ces critères impératifs non satisfaits pour pouvoir prioriser ce plan d'action et transmettre ce plan d'action à votre autorité avec le rapport pour pouvoir peut-être échanger et puis l'autorité ayant la possibilité également de mener des investigations complémentaires. Donc les précisions sont disponibles dans la fiche pratique 8 du manuel. Un point d'attention, puisque vous avez certainement déjà vu qu'il y a la possibilité de coter un certain nombre de critères en non concernés, parce que même s'ils sont applicables à votre structure, par définition, il peut y avoir un critère qui ne vous concerne pas. Exemple, sur la personne accompagnée, lorsque la personne, quand on va évoquer la place de son entourage dans son accompagnement, évidemment qu'une personne isolée va également pouvoir participer à l'évaluation, et on mettra non concerné à ce critère.
Sur les critères impératifs, ça n'est pas possible. Ils s'appliquent tous à toutes les structures, sauf le 362 qui est un critère un peu spécifique sur le circuit du médicament. Et certaines structures, comme des CAMS par exemple, n'ont pas de circuit du médicament ou voilà, ils vont pouvoir, sur justification, utiliser cette cotation. Donc voilà pour les critères impératifs. Alors, à côté du référentiel, vous avez vu, on a publié également le manuel d'évaluation qui va un peu plus loin que le référentiel lui-même et qui décrit les 157 critères de manière beaucoup plus précise. Et donc, il y a une fiche par critère qui détaille à la fois donc l'objectif et la thématique auquel le critère se rattache, le niveau d'exigence associé au critère, hein, est-ce qu'il est standard, est-ce qu'il est impératif, les champs d'application, donc est-ce que le critère en question s'applique à toutes les structures ou est-ce qu'il s'applique uniquement à un établissement qui fait de l'hébergement, au secteur adulte, etc. Donc, quelle est la cible du critère? Dans l'encadré à gauche, vous avez tous les éléments d'évaluation qui vont rentrer en ligne de compte pour l'évaluation de ce critère, que ce soit en matière d'entretien, avec la personne accompagnée, avec les professionnels, avec la gouvernance, que ce soit en termes de consultation documentaire, donc voilà l'ensemble des éléments de preuve que vous allez pouvoir mettre à disposition des évaluateurs, ou en termes d'observation, parce qu'il y a aussi des éléments d'observation qui vont pouvoir entrer en ligne de compte dans la cotation du critère. Sur la partie droite de cette fiche, on a associé aussi des références aux critères. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, évidemment, mais voilà, c'était pour vous donner les références principales associées aux critères, que ce soit en termes de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, les références légales et réglementaires, d'autres références qui peuvent vous être utiles. Alors, soit pour préparer l'évaluation, si vous vous sentez en difficulté sur un critère, si vous voulez aller un peu plus loin, voilà, que vous puissiez trouver les éléments qui s'y rapportent, ou alors pour les évaluateurs de pouvoir préparer notamment les questions évaluatives à partir des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, etc. Donc voilà tous les éléments qui figurent sur chacune des fiches critères. Alors dans le manuel d'évaluation, vous allez aussi trouver 10 fiches pratiques. Ces fiches pratiques, elles décrivent comment va se dérouler l'évaluation. Donc il y en a une sur l'organisation de la visite, sur la définition des champs d'application, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a une fiche sur chacune des méthodes. Donc voilà, vous en avez 10 aujourd'hui. Potentiellement, on pourra en rajouter en fonction des questions qui nous sont posées. Et s'il y a des éléments qui ne paraissent pas suffisamment clairs dans la mise en œuvre de l'évaluation, on pourra éventuellement proposer de nouvelles. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre des éléments dans la foire aux questions sur notre site internet en fonction des questions qu'on nous pose. Mais voilà, potentiellement, on pourra en rajouter si le besoin s'en faisait ressentir. Alors, qu'en est-il des méthodes d'évaluation? Il existe 3 méthodes d'évaluation. Un chapitre correspond à une méthode. Afin d'évaluer le chapitre 1 du référentiel centré sur la personne, il sera utilisé la méthode de l'accompagné traceur. Le chapitre 2, centré sur les professionnels, sera évalué via la méthode du traceur ciblé. Et le chapitre 3, le SSMS, par la méthode de l'audit système. Alors, concrètement, comment se matérialisent ces méthodes sur le terrain? La première méthode, celle de l'accompagné traceur, centrée sur le chapitre 1, il existe 3 étapes clés. La première, c'est l'identification de la personne accompagnée. C'est donc à l'ESSMS de proposer à l'organisme le jour de la visite d'évaluation le double du nombre d'accompagnés traceurs qui est prévu. Et ensuite, c'est à l'organisme de choisir les personnes avec lesquelles s'entretenir. La deuxième étape, c'est l'entretien avec les professionnels. C'est l'entretien avec la personne accompagnée, afin de recueillir donc son expérience et son expression sur son accompagnement. Et l'étape 3, c'est l'entretien avec les professionnels qui accompagnent la personne au quotidien et qui connaissent donc son dossier. Ceci afin d'avoir un regard croisé sur l'accompagnement de la personne avec les professionnels qui l'accompagnent au quotidien. Une petite information sur les profils des personnes. Avant du coup, de proposer les personnes accompagnées à l'organisme évaluateur, il faut bien
proposer des profils différents afin que soient représentés les différents accompagnements qui sont réalisés au sein de la structure évaluée. Et on a fixé un nombre d'accompagnés traceurs qui est de 3 minimum pour une évaluation. Alors, sur cette séquence de l'accompagné traceur, dans le cadre de la préparation que vous allez pouvoir faire, il vous reviendra de recueillir le consentement de la personne accompagnée à cet entretien, consentement que vous mettrez à disposition des évaluateurs, puisqu'ils doivent vérifier avant de s'entretenir avec la personne qu'elle a bien consenti à cet entretien. Donc l'entretien avec la personne accompagnée se déroule toujours en individuel, avec peut-être une personne qu'elle a choisie pour être auprès d'elle sur cette séquence, et plutôt dans un lieu où elle se sent bien et où elle va être disposée à répondre à l'ensemble des questions qui vont lui être posées. Évidemment, sur la séquence de l'entretien avec la personne accompagnée, cette personne n'a pas à présenter d'éléments de preuve à l'appui de ses réponses. Ce sont les professionnels ensuite qui présenteront ces éléments-là aux évaluateurs. La deuxième méthode, celle du traceur ciblé, donc centrée sur le chapitre 2, les professionnels. 3 étapes clés également. La première, c'est l'identification de la cible. Elle permet d'une part à l'organisme de mieux organiser ses séquences d'évaluation et d'autre part à l'ESSMS de proposer les professionnels qui sont impliqués en lien avec les thématiques qui seront évaluées. La deuxième étape, c'est l'entretien avec les professionnels. Elle permettra d'évaluer les pratiques et de consulter la documentation qui est associée aux thématiques évaluées. Et enfin, l'étape 3 permet de croiser les regards puisque cet entretien est réalisé avec les membres de la gouvernance. Elle permet ainsi d'évaluer l'organisation et les moyens qui sont déployés, mais aussi de compléter certaines informations en cas d'écart constaté lors de l'entretien avec les professionnels sur le terrain. Donc il est important pour vous de bien cibler les professionnels qui vont être rencontrés en fonction de la thématique considérée et donc de privilégier la présence des professionnels en équipe pluridisciplinaire avec des représentants des équipes de nuit s'il y a lieu ou si on est sur une structure en multisite, des représentants de chacun des sites qui constituent la structure. Vous pouvez également proposer la présence d'intervenants extérieurs si vous avez notamment des libéraux qui interviennent dans votre structure régulièrement et qui peuvent apporter un certain nombre d'éclairages lors des évaluations. Et la dernière méthode, celle de l'audit système, 3 étapes clés également. La première, c'est l'identification de la cible, tout comme dans le chapitre 2, qui permet donc à l'organisme de mieux préparer ses séquences et à l'ESSMS de proposer les professionnels qui sont impliqués, donc liés à la thématique qui est évaluée. L'étape 2, c'est l'entretien avec la gouvernance elle-même. Elle permet de s'assurer que l'ESSMS est en capacité de mettre en œuvre les missions qui sont les siennes. Et l'étape 3 va permettre de croiser les regards. Cette fois-ci, c'est la rencontre avec les professionnels afin de vérifier que la stratégie qui a été présentée et qui est prévue par la gouvernance est bien mise en œuvre et connue des professionnels. Encore une fois, la gouvernance sur cette séquence-là, elle peut être constituée de manière différente. Ça peut être des professionnels comme des bénévoles, puisqu'il y a des structures dans lesquelles la gouvernance, notamment sur certaines ADMR, la gouvernance est plutôt constituée de personnes bénévoles. L'enjeu, c'est que dans ces entretiens-là, il y a vraiment des représentants de la gouvernance opérationnelle sur le site qui a un impact sur l'organisation de la structure dans son quotidien. Comme vous avez compris, l'enjeu est dans chacune de ces méthodes de croiser les regards sur la qualité présentée par la structure. Donc voilà, c'est pour ce qui est des méthodes d'évaluation. Pardon. Et je vais faire un petit focus sur l'entretien avec les membres du Conseil de la vie sociale parce que ce qui a été prévu, c'est que pour les structures qui sont soumises à l'obligation de créer un conseil de la vie sociale, il y a un entretien avec les membres représentant les personnes accueillies et les familles qui soit réalisé autour de 10 critères à investiguer. Donc ces 10 critères ne sont pas des critères différents du référentiel, ce sont des critères extraits des chapitres 1 et 3 du référentiel. Et vous trouverez notamment une fiche pratique qui détaille ces éléments qui vont être pris en compte lors de cet entretien. L'objectif étant d'apprécier l'implication
du conseil de la vie sociale dans la structure, dans la vie de la structure, dans la circulation de l'information, dans la participation et la promotion de l'expression des personnes. Donc voilà, cet entretien est réalisé dans les structures qui ont l'obligation de mettre en place un conseil de la vie sociale avec ces 10 critères à investiguer. Alors, vous l'avez compris, hein, ces méthodes d'évaluation, elles se traduisent par des moyens classiques que vous connaissez, les entretiens avec les personnes accompagnées, les professionnels, la gouvernance et pour ceux qui sont concernés, les membres du conseil de la vie sociale, par des observations, d'où l'importance aussi pour les évaluateurs de visiter la structure en début de visite d'évaluation, et évidemment la consultation documentaire qui va permettre aussi qui va vous permettre aussi de présenter tous les éléments à l'appui de vos réponses lors des entretiens. Évidemment, on a bien prévu que cette consultation documentaire puisse être faite de manière dématérialisée. On ne vous demande pas d'imprimer tous les supports à destination des évaluateurs, mais bien de leur mettre à disposition ces éléments-là lors de la visite. Alors, l'ensemble des entretiens et des réponses apportées doivent permettre de coter les éléments d'évaluation. Le système de cotation qui a été retenu est un système de cotation à 5 niveaux, 1 étant le niveau le plus faible et étoile le niveau le plus élevé, puisqu'il permet de valoriser un résultat qui va au-delà des attendus du référentiel. Alors concrètement, comment cela se matérialise? L'intervenant cote chaque élément d'évaluation et la plateforme Sinae va calculer par des moyennes successives la cotation du critère, puis de l'objectif, de la thématique et du chapitre. Alors, 2 points spécifiques évoqués à l'instant. La possibilité de coter non concerné, puisqu'à partir du moment où vous aurez défini la structure à évaluer, à partir de sa catégorie finesse, vous aurez les champs d'application des critères qui lui seront associés, et donc la liste des critères qu'il faudra passer en revue. Si malgré tout, la structure n'est pas concernée par un critère, vous aurez la possibilité de coter non concerné. Pour rappel, les critères cotés en non concerné ne sont pas comptabilisés dans la cotation finale. Et comme on l'a déjà évoqué à l'instant, enfin Sandra l'a évoqué tout à l'heure, il n'est pas possible de coter non concerné pour les critères impératifs, sauf pour le critère 362 qui porte sur le circuit du médicament. Et enfin, vous aurez la possibilité de coter réponse inadaptée uniquement dans le cadre du chapitre 1, dans l'entretien avec la personne accompagnée. Puisque malgré des différentes reformulations, il est possible en fait que la réponse apportée ne soit pas exploitable, ce qui fait que la structure ne sera pas impactée dans le score final. Alors, à côté du référentiel du manuel d'évaluation, vous avez également la procédure qui permet de bien mettre en œuvre tout ce dispositif d'évaluation. Et donc, pour rappel, c'est le décret du 26 avril 2022 qui a fixé ce nouveau rythme des évaluations à une évaluation tous les 5 ans et qui a confié la programmation de ces évaluations aux autorités de tarification et de contrôle. Donc, il n'y a plus de lien direct entre votre date d'autorisation et la date de réalisation de l'évaluation. C'est bien l'arrêté de programmation publié par votre ou vos autorités qui va vous donner la date à laquelle vous allez devoir réaliser votre évaluation entre juillet 2023 et décembre 2027. Petite spécificité prévue par le décret, c'est l'entrée dans le dispositif d'évaluation pour les structures autorisées en 2008-2009 qui, elles, si elles n'avaient pas réalisé d'évaluation dans le cadre du moratoire qui avait été fixé en 2020-2021, doivent rendre une évaluation avant le 30 juin 2023. Donc voilà pour ce qui est du rythme et de la programmation des évaluations qui étaient confiées aux autorités de tarification et de contrôle. Alors, cette slide pour matérialiser toute la dynamique qualité, parce que l'enjeu, c'est pas juste la visite d'évaluation, le rapport qu'on transmet, c'est vraiment un cycle qui vit sur 5 ans, et avec toutes les démarches qualité que vous mettez en œuvre en amont, que ce soit de l'auto-évaluation ou d'autres démarches que vous avez engagées. Évidemment, la mise en concurrence pour le choix de l'organisme
qui viendra réaliser l'évaluation, la séquence de la visite d'évaluation avec la transmission du rapport par l'organisme qui a réalisé cette visite dans votre structure, et ensuite la diffusion, la transmission du rapport, on y reviendra, le plan d'action d'amélioration de la qualité qui va faire écho à ce qui est ressorti de cette visite d'évaluation, et l'ensemble des éléments que vous allez pouvoir mettre également à titre d'information sur les avancées que vous aurez pu réaliser dans ce plan d'action dans votre rapport d'activité annuel. Alors, petit focus sur la démarche d'auto-évaluation, hein, elle n'est plus obligatoire, on n'est plus dans le système évaluation interne, évaluation externe, mais voilà, on a rendu possible cette auto-évaluation sur la base des outils qui ont été validés, et donc c'est une démarche volontaire, mais évidemment on vous encourage à la réaliser, puisque ça permet à la fois d'impulser cette démarche collective avec vos équipes et participative de l'ensemble des équipes, d'engager cette dynamique d'amélioration de la qualité, puisque vous pouvez aussi anticiper un certain nombre de points que vous aurez repérés dans le cadre de l'auto-évaluation, de vous approprier avec vos équipes les exigences de ce nouveau référentiel, donc les attendus du référentiel, ce qui permet aussi de préparer la visite et déjà de peut-être définir des actions d'amélioration avant que les évaluateurs ne viennent réaliser la visite d'évaluation. Donc voilà, on l'encourage, même si elle n'est pas obligatoire aujourd'hui. Et à partir du moment où vous serez en face des évaluateurs qui viendront faire la visite d'évaluation, vous pourrez aussi mettre en valeur, que ce soit l'auto-évaluation ou toute autre démarche interne, que ce soit des démarches de labellisation, de certification, de travail sur une recommandation de bonnes pratiques professionnelles spécifiques à votre secteur. Donc voilà, toutes les démarches que vous aurez réalisées dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité, vous allez pouvoir les mettre en valeur lors de l'évaluation de l'objectif 3.10 notamment. Hein. Vous avez 2 critères qui permettent d'évoquer ces points-là et qui permettent de mettre en valeur toutes les actions que vous aurez réalisées dans le cadre de votre démarche d'amélioration continue de la qualité et gestion des risques. Alors, une fois que la structure connaît sa date d'évaluation, qu'elle a mis en concurrence plusieurs organismes évaluateurs et qu'elle a choisi son organisme évaluateur, un travail conjoint doit être réalisé entre l'organisme et le SSMS afin de mettre en place en fait, le planning détaillé de la visite d'évaluation et par la même occasion de convenir de la date de visite. Les 6 grandes étapes d'une visite d'évaluation, tout d'abord, il y a la réunion d'ouverture, qui est suivie d'une visite de la structure, toujours sur le site évalué, pour voir dans quel environnement évoluent les professionnels et les personnes sont accompagnées. La 3e étape, c'est l'évaluation de la structure, qui doit être réalisée par 2 intervenants minimum, conformément aux exigences du cahier des charges. Et cela sur toute la durée de la visite d'évaluation. Un temps de synthèse doit être organisé entre les intervenants afin de croiser les différentes informations recueillies tout au long de la visite d'évaluation. Ces temps de synthèse doivent également permettre de préparer, d'anticiper le débriefing avec la gouvernance. D'ailleurs, on encourage les intervenants à être transparents avec vous lors de ces débriefings afin d'éviter l'effet de surprise à la réception du rapport d'évaluation. Et enfin, il est possible de prévoir un bilan de fin de visite afin de matérialiser la fin de la mission d'évaluation. Alors, quand cette mission d'évaluation prend fin, l'évaluateur va vous remettre son rapport de visite d'évaluation et vous aurez à transmettre, alors comme auparavant, à votre autorité ou vos autorités compétentes, mais également à la Haute Autorité de Santé, puisque ça c'est la nouveauté prévue par la loi, puisque dans le système antérieur, nous n'avions pas les rapports d'évaluation, donc on était en aveugle sur le travail réalisé par les organismes qui à l'époque étaient habilités par la HAS. Donc là, pourquoi c'est important pour nous de recevoir les rapports? D'abord pour pouvoir contrôler l'activité des organismes accrédités et de pouvoir éventuellement faire des signalements auprès du COFRAC pour pouvoir avoir un impact sur cette accréditation et peut-être éventuellement aller jusqu'au retrait d'accréditation si cela s'avérait nécessaire.
Autre élément d'importance et ce qui va aussi guider nos travaux, c'est qu'à partir du moment où on va avoir l'ensemble des rapports d'évaluation, on va pouvoir aussi avoir une visibilité sur le niveau de qualité atteint par les structures et ce qui constitue une difficulté peut-être majeure pour la grande majorité des structures au niveau national, ce qui nous permet aussi peut-être de proposer, de nous autosaisir sur le travail d'une recommandation de bonne pratique, d'un guide qui pourrait venir en appui aux structures qui sont en difficulté sur une ou l'autre thématique du référentiel. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'enrichir notre programme de travail pour pouvoir aussi accompagner, vous aider à franchir une étape sur une thématique ou un critère considéré. Évidemment, une diffusion large est toujours prévue en interne, que ce soit auprès du Conseil de la vie sociale ou à vos différentes instances. Et le législateur, en 2019, a également prévu la publication des rapports de visite, mais il renvoie un décret pour en fixer les modalités de publication. Ce décret n'est pas encore publié. Il devrait être travaillé au niveau de la DGCS très bientôt, avec les fédérations notamment. Donc, à partir du moment où ce décret sera publié, évidemment, on mettra les informations à jour sur notre site internet. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous en dire plus, puisque les modalités de cette publication ne sont pas encore fixées. Donc, comme je disais aussi tout à l'heure, le rapport d'activité annuel va vous permettre de valoriser aussi les actions que vous allez engager dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité, donc de réaliser un suivi du plan d'action qui sera issu aussi des résultats de l'évaluation, et vous aurez à envoyer, comme auparavant, ces éléments dans le rapport d'activité annuel à vos autorités pour avoir ce suivi sur la suite donnée aux éléments mis en avant dans le rapport d'évaluation. Alors, rapidement, quelques points d'attention aussi sur les exigences qui ont été fixées dans le cadre du cahier des charges que la HAS a élaboré, cahier des charges qui s'applique aux organismes évaluateurs. Alors, les exigences de ce cahier des charges, d'abord, une intervention indépendante de ces organismes, puisque c'est ce qui avait aussi été un peu mis en lumière par le rapport IGAS de 2017, qui avait été très critique sur le niveau d'indépendance des organismes habilités. Donc là, ce cahier des charges vise à avoir une intervention indépendante de ces organismes, ce qui implique des restrictions d'intervention dans les structures, et notamment une impossibilité pour un organisme d'intervenir dans les 24 mois qui précèdent la visite d'évaluation et dans les 12 mois qui suivent cette visite dans la structure qu'ils évaluent, pour ne pas être jugé partie dans l'évaluation de la structure dans laquelle ils interviennent. Aussi des critères de professionnalisation de ces organismes et de leurs intervenants, avec des critères de compétences et d'expérience qui sont attendus. Un niveau d'activité de ces organismes qui a été fixé, puisque auparavant, sur environ 1000 organismes habilités, plus de la moitié n'avaient jamais réalisé de visite d'évaluation, donc n'avaient jamais mis en œuvre leur habilitation. L'enjeu, là, c'est d'avoir des organismes dont c'est le métier et qui réalisent des évaluations régulières, puisqu'on considère qu'on ne fait bien que ce qu'on fait régulièrement. Donc voilà, c'est une activité qui doit être importante pour eux. L'engagement, évidemment, de ces organismes à réaliser les évaluations sur la base des outils et méthodes HAS, donc du référentiel évidemment et des méthodes associées, et un contrôle renforcé de leur activité, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, puisqu'on aura les rapports d'évaluation, on va pouvoir contrôler la manière dont ils mettent en œuvre l'évaluation. On sera aussi attentif aux signalements que vous pourriez nous adresser, ou que les autorités pourraient nous adresser, et ça nous permettra effectivement d'alerter le COFRAC pour pouvoir prendre en compte ces éléments-là dans le statut d'accréditation ou non de ces organismes. Donc la liste des organismes évaluateurs, elle figure sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. Donc pour les évaluations dans vos structures, vous ne pouvez prendre qu'un organisme qui figure sur cette liste. Si un organisme vous propose quelque chose et il ne figure pas sur cette liste, vous ne pouvez pas le faire intervenir dans votre structure. Et cette liste est mise à jour quotidiennement, donc attention à toujours bien prendre la dernière liste publiée sur le site de la Haute Autorité de Santé, parce qu'aujourd'hui, elle grandit,
les structures, les organismes s'ajoutent à cette liste, mais à partir de bientôt, on peut aussi imaginer qu'il y a des organismes qui se voient retirer leur accréditation. Donc il est important que vous ayez toujours la liste à jour pour tenir compte des différents ajouts ou retraits qui ont été réalisés sur cette liste. Alors là, on vous a aussi mis un certain nombre de liens vers la foire aux questions qu'on met à jour régulièrement, vers les différents éléments qui sont à disposition sur notre site internet, et évidemment l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter si vous avez des questions plus précises qui vous concernent directement. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais aller rapidement parce que beaucoup de choses ont déjà été dites par la HAS. Très simplement, au niveau de l'ARS, il y a plusieurs champs de contrôle, d'accompagnement qui sont le secteur du handicap dans un premier temps, donc au niveau du service d'Élodie à Gopian, et en lien avec les collègues des délégations et les départements pour les établissements de compétences conjointes. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été pris en compte dans la programmation, qui a été trimestrielle et qui a été arrêtée en fonction donc, de plusieurs critères. D'abord, l'articulation avec les CEPOM, bien évidemment, c'est ce qui était demandé dans les différents textes. Donc, par exemple, si la date d'effet du CEPOM est programmée au 1er janvier 2025, la remise des rapports d'évaluation a été programmée au premier trimestre 2024. En tout cas, c'est ce à quoi les autorités, l'ARS et le département, lorsqu'il y avait autorisation conjointe, ont essayé de travailler. Deuxième critère, les dates de renouvellement, bien évidemment. Ensuite, le troisième critère, donc pour les établissements qui avaient des difficultés particulières ou des situations spécifiques, notamment en termes de travaux d'investissement, de réorganisation, de changement de gestionnaire, on en a eu beaucoup, et d'absence d'échange avec les autorités de tutelle, cas spécifiques donc. Autre critère pour les établissements et services médico-sociaux gérés par un même gestionnaire et dont les échéances de transmission d'évaluation pouvaient être articulées dans la mesure du possible. Là aussi, ça a été un sujet qui a été identique sur le secteur donc des personnes âgées, qu'on a essayé tant bien que mal de dénouer. Et enfin, dernier critère, sur les dispositifs rattachés aux établissements et services médico-sociaux qui disposaient d'une autorisation, certaines équipes propres, donc qui sont concernées par les évaluations et sont intégrées aux évaluations des établissements et services médico-sociaux de rattachement. Donc, en revanche, s'agissant des dispositifs rattachés à un ESMS et sans autorisation pour les PCPE, donc leur évaluation est réalisée dans des conditions prévues par leur convention constitutive. Donc ça, c'était un bref rappel. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est un élément qui est propre à tous les établissements, tous les gestionnaires, tous les services au niveau de l'ARS, sur le champ du handicap ou sur le champ des personnes âgées ou sur le champ des établissements en difficulté spécifiques, c'est qu'on sera très souple sur les transmissions de délai. Voilà. C'est-à-dire que si vraiment vous dépassez le délai, si vraiment il y a une difficulté, il faut vraiment le dire aux autorités, aux délégations bien évidemment et aux départements lorsqu'il y a une autorisation conjointe, mais nous on sera très souple parce qu'on a bien compris que voilà, c'est un changement de paradigme, c'est une nouvelle méthode de fonctionnement, donc voilà, s'il y a un retard quelconque, ça voilà, on insiste particulièrement là-dessus, on sera tout à fait souple sur les délais. Sur les établissements en difficulté spécifiques, c'est le deuxième point en bas, donc voilà, les critères de programmation ont été utilisés, c'est les mêmes, voilà, à l'exception bien évidemment de l'articulation avec les CEPOM, puisqu'ils ne sont pas sous CEPOM à ce jour. Très rapidement ensuite, je vais passer sur alors, les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées. Là, la programmation elle a été à 90% entièrement effectuée en lien avec nos collègues du conseil départementaux, avec une transmission, en tout cas une évaluation, une programmation semestrielle. Donc là, vous avez par département, vous voyez donc la manière dont les choses se sont organisées. Donc on n'a pas mis par semestre, on a mis de manière annuelle. Donc voilà, il y a des différences selon les départements notables, mais c'est bien normal parce que vous avez plus d'établissements, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône qu'ailleurs, mais bon, voilà, il y a également une typologie au niveau des établissements, des dates d'autorisation, des dates de CEPOM. Là aussi, je l'ai dit, une souplesse dans la mise en œuvre du dispositif. Donc au total, ça fait quand même, sur l'ensemble du secteur,
plus de 1300 rapports qui sont attendus sur la période. Donc vous voyez qu'il y a une période transitoire dont a parlé l'HAS, avec 52 rapports qui sont attendus sur le secteur du handicap et des personnes en difficulté spécifiques. Donc au premier semestre 2023, 8 au niveau du secteur des personnes âgées, donc ce qui est peu. Et après, on va arriver sur une période beaucoup plus longue, mais aussi beaucoup plus intense au niveau des rapports qui devront être transmis donc, à l'ARS et au département. Voilà. Là, le point vraiment qu'il faut retenir, et je le redis, c'est à la moindre difficulté, nous en faire part. C'est un élément qui est vraiment très très important et une grande souplesse à notre niveau dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Voilà. Merci Monsieur Marcangeli. On a bien compris que l'année 2025 sur certains départements allait être très chargée. Est-ce qu'une autre autorité veut rebondir? C'est des sujets qui ont été présentés là. Je pense que chacun se retrouve dans pas mal d'éléments qui ont été évoqués. Est-ce que d'ores et déjà, un département ou la PJJ ou la DETS souhaite rebondir sur ces critères? On ouvre de suite les questions à la salle. Sentez-vous libre. On a du coup 2 micros, tant sur la mise en œuvre à partir de la présentation de la HAS que sur des éléments d'éclairage qui pourraient être apportés par les autres des autorités qui sont présentes. Comme cette manifestation a eu lieu la semaine dernière dans une autre région avec 500 personnes connectées, comme la HAS a l'habitude de présenter et d'avoir un certain nombre de questions depuis plus d'1 an, on a des anti-sèches pour les questions, mais c'est quand même beaucoup mieux si ça vient de la salle. Bonjour, donc je suis Christelle Gentilhomme, chargée de mission qualité pour l'association La Bourguette, donc une association à dimension régionale. Moi j'ai une question par rapport à la transmission du plan d'action en même temps que le rapport d'activité. Si j'ai bien compris, il faut attendre l'évaluation, d'abord passer l'évaluation externe pour faire cette transmission, ou même pour les établissements qui n'ont pas eu l'évaluation externe, on doit dès à présent transmettre le suivi du plan d'action de la démarche qualité, en même temps que le rapport d'activité. Pardon. Alors, c'est directement associé dans le texte à la visite d'évaluation. Évidemment, dans ce rapport, vous pouvez déjà mettre en avant tout ce que vous avez fait, réaliser dans le cadre de votre démarche habituelle, que ce soit fondé sur votre propre plan d'action issu de votre auto-évaluation ou d'autres éléments. Donc, effectivement, vous pouvez déjà faire état d'un chapitre qualité sur ce rapport d'activité. Mais en tout cas, le texte est directement associé à la visite d'évaluation. Bonjour, je suis Antoine Chichou, responsable qualité de l'association FAR 83. On est en train d'évoluer vers un DAME sur notre pôle enfance. Je voulais savoir ce que vous recommandiez. Est-ce qu'on doit engager un dialogue avec l'ARS pour évoluer vers une évaluation commune du DAME ou alors essayer d'orienter notre évaluateur vers un chapitre 3 partagé entre les différentes structures du pôle ou un finesse, une évaluation et c'est fixe et gravé dans le marbre? Alors moi, ce que je peux te dire, c'est que alors le texte n'a pas changé, hein, c'est une évaluation, une autorisation, mais les autorités ont la possibilité de regrouper des évaluations si ça a du sens par rapport à votre organisation ou ces POM que vous avez déjà signé. Donc chaque autorité a la possibilité d'accorder des regroupements d'évaluation si ça fait sens, évidemment, puisque en plus en termes d'organisation et de parcours au sein de vos structures, si ça fait sens, évidemment que c'est toujours possible et c'est ce qui est prévu. Ce qui va sans doute être un enjeu important dans le cadre des passages en dispositif ou autres et de transformation, bien évidemment. Juste un petit détail, si vous pouvez juste nous faire un petit signe de main quand vous prenez le micro, parce que du coup, on ne sait pas toujours où est-ce qu'il se situe. Alors, où est-ce qu'on... Il y avait là-haut d'abord et après, on vous passe la parole. Bonjour. Alors moi, j'ai plusieurs questions. La première concerne la méthode des accompagnés traceurs au domicile. Qu'est-il prévu pour le recueil de leurs commentaires? Le deuxième concerne la méthode du traceur ciblé sur les questions d'éthique. Dans le champ sanitaire, vous avez,
il a été proposé des traceurs ciblés. Or, dans le champ médico-social, ça n'est pas le cas. Alors, je comprends qu'il y a des méthodes d'accompagnement qui sont très différentes les unes des autres, mais sur la question et sur les questions éthiques, des traceurs ciblés, pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Est-ce que la mise en concurrence des organismes d'évaluation est obligatoire ou pas? Et vous ne pouvez pas ignorer qu'il existe des structures qui ne disposent pas, malgré leur obligation réglementaire, de CVS par carence tout simplement de candidats. Qu'en est-il de la réponse à la grille spécifique? Merci. Alors, je vais commencer par l'accompagné traceur. Donc sur le consentement, hein, c'était ça la question de départ. Non, pas le consentement, c'est méthodologiquement comment faire pour réaliser une méthode d'accompagné traceur pour des personnes qui sont accompagnées au domicile, puisqu'il est prévu dans le manuel que l'évaluation se fait in situ, sur site. C'est ça. Ce qui est possible, c'est évidemment le choix de la personne. Hein. Elle peut venir, que ce soit dans les locaux du service, si elle le souhaite, ou vous pouvez accompagner un évaluateur à son domicile si elle accepte de le recevoir à son domicile. Donc, c'est vraiment le choix de la personne accompagnée. C'est pour ça qu'on insiste sur le côté que l'entretien se déroule dans un lieu où elle se sente bien et où elle se sente en sécurité pour répondre à toutes ces questions. On a eu, dans le cadre des visites d'expérimentation, on a eu les deux cas de figure. À la fois des personnes qui étaient venues nous rencontrer dans les locaux, que ce soit celle du SIAD, ou alors des personnes qui nous avaient accueillis chez elles avec l'intervenant qui nous avait accompagnés. Donc ça, c'est sur cette partie-là. Sur l'éthique, vous avez bien un objectif dans le chapitre 2 qui concerne donc le questionnement éthique. Donc vous avez si vous reprenez dans le manuel les critères associés, vous allez trouver l'ensemble des éléments qui vont être questionnés, qui vont être pris en compte lors de l'évaluation de ces critères pour pouvoir aborder ces questions de la prise en compte du questionnement éthique au sein des équipes, comment c'est travaillé, comment c'est abordé dans le cadre des accompagnements que l'équipe réalise. Et puis la mise en concurrence, oui, pour les organismes, évidemment, il y a une mise en concurrence qui est prévue, d'abord parce que vous devez pouvoir faire un choix éclairé, et puis avoir différents critères à poser, que ce soit sur les compétences des évaluateurs qui vous sont proposées, le coût, l'organisation qui est proposée pour la visite d'évaluation sur la base du référentiel et des méthodes HAS, effectivement. Donc, une mise en concurrence peut vous servir à mieux cibler l'organisme qui va intervenir. Évidemment, ça ne peut être qu'un organisme qui figure sur la liste publiée par la HAS. Et puis il y avait une dernière question sur le CVS, je crois. Effectivement, à partir du moment où vous êtes dans une structure qui a l'obligation de mettre en place un CVS et qui n'a pas pu être mis en place, donc il y a PV de carence que vous pourrez présenter aux évaluateurs. Mais vous avez mis en place quelque chose d'autre, puisque c'est bien prévu, et il est bien prévu que les évaluateurs, par exemple, peuvent s'entretenir avec le groupe de parole ou le groupe d'expression qui a été mis en place en lieu et place du CVS. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir ce temps d'échange avec ce qui a été mis en place à la place du CVS, puisque même s'il y a PV de carence, il y a nécessité de mettre en place un autre dispositif de participation des personnes, et c'est à ce titre-là que l'entretien va se réaliser. Qui pourrait lui-même répondre à l'obligation de mettre en place quelque chose. Quelque part, un CVS ou toute autre forme de participation la mise en œuvre elle-même de cette démarche d'évaluation pourrait du coup aussi répondre au respect de la réglementation. Je pense que les deux se répondent. Sur la question de la mise en concurrence, je crois que c'est un sujet qui viendra largement alimenter la deuxième partie de la matinée aussi, sur les retours d'expérience. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Corinne Arignor-Doki, je suis la responsable qualité de l'association Serena. Et moi, j'avais une petite question au niveau de l'ARS. Est-ce que les interlocuteurs ARS sont nos interlocuteurs habituels, ou est-ce qu'il y a une cellule particulière qui s'occupe de l'évaluation? Alors, voilà, première question. Et j'aurais aimé avoir des précisions sur la partie
traceurs ciblés. Autant, bon, parce que je m'occupe aussi d'un hôpital, donc autant sur l'hôpital, je ne voudrais pas projeter des choses de l'hôpital sur les autres établissements. Donc j'aurais aimé avoir quelques exemples concrets de cette partie-là. Voilà, merci. Pour l'ARS, ce sont les mêmes interlocuteurs que d'habitude. Voilà. Et pour les autres, du coup? Pour les départements également, ce sont les mêmes interlocuteurs. Oui, alors pour le département du Var, on est chanceux, on a une personne chargée de mission évaluation que vous pouvez contacter, que vous connaissez déjà, donc au sein de la direction de l'autonomie. Et qui est présente aujourd'hui. Et qui est présente aujourd'hui dans la salle, il s'agit de Madame Emmanuelle Hennequin. Voilà. Bonjour. Bonjour, donc je suis Aurore Lamotte, la directrice. Il y avait une autre question, pardon, avec une réponse de la HAS et on vous redonne la parole tout de suite. Oui, c'est juste pour faire une petite précision donc, sur le chapitre 2 qui comprend les thématiques et les critères qui sont abordés dans le cadre du traceur ciblé. Donc la cible, c'est bien la thématique. Et à partir du moment où vous allez identifier les professionnels à rencontrer dans le cadre de cette thématique pour pouvoir aborder toutes les questions qui se posent, vous allez aussi pouvoir proposer des regroupements de thématiques, par exemple, sur certaines structures qu'on a pu visiter dans le cadre des visites d'expérimentation. On a souvent réuni les thématiques bien-traitance, éthique, droit, parce que finalement, les professionnels qu'on avait en face de nous étaient à peu près les mêmes, et en termes de personnes à rencontrer, on était sur un même groupe de professionnels. Donc voilà, on peut les aborder sur un temps unique pour aborder l'ensemble des questions qui se posent autour des critères concernés par ces thématiques-là. Évidemment, l'ensemble des thématiques du chapitre doivent être abordées pour pouvoir répondre à l'ensemble des critères fixés par le référentiel. Est-ce que ça c'est précisé, par exemple, dans les foires aux questions et autres? Parce qu'en termes de négociation de journée avec les organismes évaluateurs, c'est pas neutre. C'est-à-dire quand on a des petites équipes, effectivement, on va être toujours les mêmes pour toutes les thématiques. Donc, on peut s'appuyer sur des éléments tangibles pour pouvoir négocier le nombre de journées sur nos établissements. Alors, vous avez la fiche pratique numéro 1 qui vous détaille les grandes séquences de l'organisation d'une visite d'évaluation. Donc volontairement, au niveau de la HAS, on n'a pas encadré le nombre de jours parce qu'on a tellement de situations différentes, de types de structures différentes. La seule chose qui est fixe, c'est d'avoir 2 évaluateurs pour assurer la collégialité lors des évaluations. Mais après, le séquençage, le planning détaillé vous appartient au regard justement de votre organisation, de la taille de la structure. L'enjeu étant de passer en revue l'ensemble des séquences, d'où la fiche pratique numéro 1 qui permet de les détailler et de passer en revue l'ensemble des critères qui s'appliquent à votre structure. Question suivante. Bonjour, je suis Aurore Lamotte, directrice de l'association Intercams. Donc j'ai été sollicitée par pas mal d'adhérents PACA sur la non-réception du calendrier des évaluations. Donc je parle au nom des CAMS justement qui m'ont sollicité. Certains sont parmi nous d'ailleurs, j'ai aperçu quelques visages. Donc voilà, je voulais savoir ce qui en était. Parce que vu que c'est un double... Madame Agopian, un élément de réponse, si on peut faire passer un micro. Ah, peut-être celui-là va jusqu'à vous. Alors je suis étonnée puisque tous les calendriers ont été publiés et notamment les CAMS, comme ce sont des établissements qui sont co-financés, il y a bien un arrêté de programmation co-signé par la délégation départementale et le conseil départemental. Donc s'il y a une problématique, il faut que les personnes, les représentants des structures s'adressent à l'ARS et au conseil départemental. D'accord. Ben, on communiquera en ce sens.
Je crois que d'ailleurs, il y a une des cadres du CAMS qui m'a sollicité, qui lève la main là-bas. Voilà, moi je suis On vous écoute. Porakia, je suis cadre de santé pour les CAMS de l'hôpital Salvatore à Marseille. Et en effet, on n'a eu aucune note sur le calendrier, alors qu'on a vu passer le calendrier des autres établissements. Alors après, est-ce que c'est la même chose quand les CAMS sont hospitaliers ou pas? Oui, mais je crois qu'il faut prendre contact avec vos interlocuteurs habituels, hein, et puis poser la question. Tout a été publié. Sur le site de l'ARS, il y a une refonte, donc nous, sur le secteur PA, ça ne saurait tarder d'être mis en ligne. Mais après, il y a les départements qui, je pense, ont peut-être mis en ligne aussi ces arrêtés, mais bon, un mail, une seule demande peut suffire. Bonjour. Donc, je suis coordinatrice du service TSA Défi Pro, qui est un établissement médico-social, insertion pro. J'avais une question, parce que je n'ai pas trouvé dans la documentation comment se définit le nombre d'entretiens accompagnés traceurs et traceurs ciblés en fonction de la taille du service. Notre service, c'est 6 personnes dans l'équipe. Une file active d'une vingtaine de personnes. Donc, du coup, comment on définit le nombre d'entretiens? Alors, volontairement, à ce stade, la HS n'a fixé que le seuil bas, à savoir un minimum de 3 accompagnés traceurs à réaliser. Donc, à partir du moment où il y a 3 accompagnés traceurs de réaliser, vous répondez aux exigences, au seuil qui a été fixé. Après, c'est dans le cadre de la négociation et de ce que vous allez demander dans votre cahier des charges que vous allez pouvoir décider du nombre d'accompagnés traceurs que vous allez vouloir réaliser, aussi peut-être en fonction des profils des personnes accompagnées que vous accompagnez. Et je pense que dans le cadre des retours d'expérience, il y aura peut-être des éléments qui vous seront donnés. En tout cas, nous volontairement aussi, parce qu'on est bien conscient qu'il y a une incidence sur le coût de l'évaluation, on n'a pas fixé pour l'instant d'autres seuils que ce seuil bas. Donc c'est vraiment dans le cadre de votre appel à concurrence que vous allez définir le nombre d'accompagnés traceurs que vous allez demander à votre évaluateur et que vous allez pouvoir réaliser dans le cadre du séquençage de l'évaluation. Et pour les traceurs ciblés, est-ce que ça veut dire que chaque profession représentée dans l'équipe doit faire l'objet d'un entretien ou Non, l'idée c'est de réunir, c'est pas forcément de les séparer. Pour nous, l'enjeu c'est vraiment de les réunir en équipe pluridisciplinaire pour que lors de l'entretien, il y ait les différents regards qui s'expriment, les différents professionnels qui s'expriment autour du projet d'accompagnement, de la thématique en question. Donc l'enjeu c'est d'avoir les professionnels en équipe pluridisciplinaire avec, c'est ce que je disais tout à l'heure, des représentants de l'équipe de nuit s'il y en a. Si vous êtes en multisite, d'avoir des représentants de chacun des sites pour que les évaluateurs aient bien à disposition l'ensemble des informations sur l'accompagnement dans sa globalité qui peut être proposé par la structure. Merci. Une question en haut. Il nous reste 2 petites minutes et on sera obligé de mettre fin, mais je pense que les échanges pourront se poursuivre dans la deuxième table ronde après. Je vais faire vite. Solène Courcial, je suis responsable qualité de l'ADAPI Var Méditerranée. J'avais une petite question par rapport à si on devait être présent sur site le jour de l'évaluation. Et également, l'organisme évaluateur qu'on a sélectionné nous a indiqué qu'il fallait le conseil d'administration de l'association sur site, au cas où il y avait des questions pour les critères impératifs. Alors voilà, pour moi, c'était plus le directeur qui était interrogé. Donc voilà. Petit flou de ce côté-là. La question de la gouvernance. Oui, alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, la gouvernance peut être multiforme, mais dans le cadre des entretiens, l'enjeu c'est d'avoir des représentants de la gouvernance opérationnelle sur site, donc les directions, les chefs de service, d'avoir peut-être, si en fonction de l'organisation,
évaluation si il y a un siège qui assure un certain nombre d'actions comme que ce soit les ressources humaines, la qualité, enfin voilà, d'avoir des représentants de ce siège-là. La présence des membres du conseil d'administration, elle s'impose pas. Après, effectivement, si il y a un membre du conseil d'administration que vous jugez utile à ces entretiens et qui peut apporter un éclairage, mais il n'est pas prévu spécifiquement. On n'a pas nommé le profil des personnes qui doivent être présentes ce jour-là. Évidemment, c'est aussi à vous de proposer les personnes qui vont apporter un maximum d'éléments. L'enjeu pour vous, c'est d'avoir autour de la table et en face des évaluateurs les personnes qui vont pouvoir apporter tous les éléments d'éclairage qui vont permettre à l'évaluateur de coter l'élément au mieux. Et enfin, voilà, l'idée d'avoir tout le conseil d'administration qui soit présent, ça me semble un petit peu décalé, je pense. Alors tout le monde s'approprie la démarche. Les évaluateurs, les autorités de contrôle, vous-même dans la salle, ça c'est important à garder à l'esprit parce que dans tous les échanges que l'on a ou qui se traduisent d'une session à une autre, il y a plein de petits points d'achoppement. L'important c'est de construire une démarche qui finisse au bout du bout à convenir à tout le monde et je crois qu'on y reviendra largement dans la deuxième table ronde. Peut-être juste pour clore, une petite question qui n'a pas émergé. Les critères impératifs, Mme Grimaldi, dans certains cas, peut-être pas si impératifs que ça. Circuit du médicament dans certains établissements, mais je fais exprès, mais c'est des questions qui reviennent de façon récurrente. Le risque de chute dans certains types de structures. Alors, le circuit du médicament, comment est-ce qu'on aborde ça et comment on considère le côté impératif? Je crois que le critère sur les chutes n'est pas un critère impératif. Il y a 18 critères impératifs. Voilà, ça permet aussi de le dire. Attention, dans le manuel, vous avez sur les fiches à chaque fois en gras un critère standard ou un critère impératif. Il y en a 18, vous pouvez les lister et voir ceux qui s'appliquent à votre structure ou non. À partir du moment où ils s'appliquent à votre structure, encore une fois, il y a eu des discussions dans nos instances parce que l'enjeu de ces critères impératifs, c'était pas de mettre en difficulté tout le monde et puis de dire là, ça va être compliqué. L'idée, c'était de dire, voilà, sur ce premier exercice du référentiel, quelle marche on veut faire franchir à l'ensemble des structures. D'où le fait que ces critères-là soient ciblés sur essentiellement les droits des personnes, la gestion du risque de maltraitance, la gestion des événements indésirables, donc voilà, des éléments structurants qui doivent être totalement satisfaits au final. Alors, s'ils ne sont pas totalement satisfaits le jour de la visite, ma foi, c'est pas grave. Dans l'absolu, une évaluation, c'est aussi fait pour pouvoir travailler sur ces éléments de difficulté, ces axes de progrès, et avoir ce plan d'action qui émerge. Donc, les critères impératifs sont impératifs et il vous faudra y répondre, sauf effectivement pour quelques situations particulières, le critère sur le circuit du médicament, donc le 362, qui s'applique exclusivement aux structures médico-sociales, vous verrez dans les champs d'application. Certaines structures qui sont dans la catégorie médico-sociale, malgré tout, ne pilotent pas, ne gèrent pas un circuit du médicament. C'est notamment ce qui nous est remonté par certains CAMS. Et donc, il n'était pas question d'avoir une cotation artificielle, donc d'où le fait qu'on a ouvert cette possibilité du non concerné sur celui-ci, avec l'élément de justification apporté par l'évaluateur. Merci. C'est des questions qui remontent assez régulièrement. Donc c'était important. On va mettre fin. Il y aura une deuxième table ronde. On est sur des sujets qui se croisent entre les deux tables rondes. On vous remercie chacune de votre participation. Bonjour à tous. Donc là, on va vous présenter en fait la structure régionale d'appui à la qualité et la sécurité des soins, avec Laure Ardouin qui est la référente donc, pour les établissements médico-sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est cette structure qui s'appelle Pasquale? Donc, elle a été créée suite au décret du 25 novembre 2016 qui formalise comment doivent être déclarés les événements indésirables graves associés aux soins, aussi bien pour les structures sanitaires que les structures médico-sociales et les professionnels libéraux. Et en fait, dans ce décret, donc, il y avait aussi la création de structures régionales dans chaque région de France. Alors, il y a déjà des régions qui en avaient déjà et d'autres qui n'en avaient pas. Et du coup, nous, on a été créé pour la région PACA en 2016 et on a
été aussi référencé, entre guillemets, pour l'ARS, pour la région Corse en 2021. Et en fait, on est rattaché au niveau légal au groupement d'intérêt public Innovation e-Santé Sud. Donc notre équipe, donc moi je suis le médecin coordinateur de la structure. Et puis dans l'équipe, il y a Sophie Tardieu qui est à 20% aussi praticien hospitalier, qui est référente plutôt sur l'expérience patient et le programme Pacte. Patricia Polizzi qui est cadre supérieur de santé, qui est référente sur tout ce qui est les événements indésirables graves associés aux soins. Valentine Poncé qui est là aujourd'hui, qui est ingénieure qualité, référente EIGS aussi, mais pas que, aussi sur d'autres fonctions. Laure Ardouin, donc aussi ingénieure qualité, référente établissements médico-sociaux, communication, développement. Et Bilal qui est ici présent, qui est stagiaire qualité, gestion des risques. Donc nos missions, hein, c'est surtout le soutien méthodologique à la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins, qui est le cœur du décret, avec la mise à disposition d'outils pour la gestion des risques, la démarche qualité, le plan d'action. On a aussi des missions d'accompagnement sur des problématiques identifiées par les établissements, de formation et aussi d'expertise en recherche. Donc là, on reprend un peu les missions. Donc il y a le signalement, l'appui donc pour les événements indésirables graves associés aux soins, puisqu'il y a le signalement et l'analyse. Il y a donc le nouveau dispositif d'évaluation de la qualité des établissements médico-sociaux, l'appui aussi pour la certification HS pour le secteur sanitaire, la partie expérience patient usager, puisqu'on a des projets spécifiques sur le sujet, de la formation sur tous ces sujets, et le Pacte, donc le programme d'amélioration continue de travail et des équipes, en équipe. Voilà, donc nos engagements, c'est d'accompagner les structures. C'est une démarche de proximité puisque voilà, nous, on est là pour répondre aux besoins spécifiques des établissements et des professionnels dans le cadre de la confidentialité, de l'autonomie et de l'indépendance. Voilà. On fait partie, notre positionnement, on fait partie du réseau régional des vigilances et d'appui, le REVA. Donc il y a d'autres structures régionales qui existent dans la qualité et sécurité des soins que vous connaissez pour le médicament ou les diverses vigilances en fait, hein, les produits sanguins, l'identito, etc. Et nous donc on est positionné dans ce REVA sur une partie qui est plus méthodologique en fait. On a aussi, on appartient à la, enfin du coup on adhère à la FORAP, hein, qui est la Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l'amélioration des pratiques en santé. En gros, la FORAP, c'est une association qui réunit toutes les structures régionales des différentes régions. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'il y a des groupes de travail qui sont transversaux au niveau national sur différentes thématiques et notamment sur le médico-social, ce qui nous permet de mutualiser des outils, de mutualiser des supports de formation et donc d'être plus efficient, on va dire. Et nos partenaires, après j'ai passé la parole à Laure, donc bon, bien sûr les deux ARS, PACA et Corse, la Haute Autorité de Santé avec qui on travaille aussi dans le cadre de ces groupes de travail, France Asso Santé pour la partie expérience patient, donc la FORAP, et puis aussi on a aussi un partenariat avec le GRIF qui est la structure d'identito-vigilance et le réseau Méditerranée, puisqu'on travaille beaucoup sur la partie périnate, sur des sujets sécurité et périnatalité. Donc je passe la parole à Laure. Je vais vous présenter aujourd'hui la manière dont on peut vous accompagner sur ce nouveau dispositif d'évaluation. Donc on organise de manière régulière des comptoirs qualité qui se déroulent en général le jeudi sur 1 heure. Donc c'est en visioconférence. C'est à destination de tous les professionnels de PACA et également de Corse sur les grands principes de ce nouveau dispositif d'évaluation. Et on en fait aussi pour le secteur sanitaire sur la certification. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner des clés pour mieux comprendre les méthodes et puis voilà, on fait aussi des comptoirs sur des thématiques ciblées. Donc ces comptoirs sont animés par des experts et l'objectif c'est vraiment vous donner des infos
infos concrètes, des outils pour vous approprier ce nouveau dispositif d'évaluation. On finit toujours par une petite session de questions-réponses que vous pouvez poser en direct, et vous avez aussi l'opportunité de poser vos questions en amont au moment où vous vous inscrivez. Donc pour le secteur médico-social, on a réalisé 4 comptoirs, un sur le nouveau dispositif de manière générale. On a réalisé 2 comptoirs sur le signalement des événements indésirables graves associés aux soins. Il faut savoir qu'on a 3 critères impératifs sur ce sujet-là. Donc voilà, l'idée c'était de vous aider à déjà savoir comment signaler en interne, signaler sur le portable et ensuite analyser de manière collective ces événements indésirables graves associés aux soins, et puis ensuite pouvoir mener un plan d'action par rapport à ça. Et on a fait aussi un comptoir sur la méthode de l'accompagné traceur qu'on a un peu couplé avec l'entretien avec le conseil de la vie sociale, puisqu'on trouvait ça intéressant de mettre en miroir du coup le regard d'un usager, des professionnels et puis aussi le regard du conseil de la vie sociale. Donc vous pouvez retrouver tous les replays de ces comptoirs-là sur notre site internet avec les supports de présentation. Et là, on en a un autre en préparation sur la méthode de l'accompagné traceur. On a également lancé un challenge qui s'appelle « Ensemble, agissons pour la sécurité des patients ». Donc là, aujourd'hui, on en est à la 2e édition. On a une première édition 2021-2022. Et là, on arrive à la clôture de la 2e édition. L'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble des professionnels sur le signalement et l'analyse des événements indésirables associés aux soins. Donc c'est ouvert au secteur médico-social, mais également au secteur sanitaire, au secteur libéral. On a 46 structures qui se sont inscrites pour cette 2e édition, dont 39 en PACA. Et là, on arrive à la clôture. Donc si vous êtes inscrit au challenge, donc en tant que structure médico-sociale, on vous invite à nous retourner votre trame d'analyse, votre trame de retour d'expérience, pour que vous puissiez entrer dans le dispositif. Et donc, il y aura un lauréat pour la région PACA, un lauréat pour la région Corse. Donc voilà, là, les résultats au niveau régional vont être communiqués au mois d'avril. Je voulais aussi vous parler d'un accompagnement qu'on avait fait auprès d'un EHPAD sur la méthode de l'accompagné traceur et qu'on a donc couplé avec l'entretien avec le conseil de la vie sociale. Donc on a passé 4 jours au total avec les professionnels de cet EHPAD et également avec les personnes accompagnées. Donc on a fait plusieurs réunions de préparation et puis ensuite on a mis en œuvre donc la méthode de l'accompagné traceur avec l'entretien avec la personne accompagnée, suivi de l'entretien avec les professionnels, et on a fait également le même jour un entretien avec le conseil de la vie sociale pour pouvoir mettre en miroir les différents regards. Et du coup, ça nous a permis d'identifier pour ces structures ce qui fonctionnait bien, parce que dans une démarche qualité, c'est toujours important déjà de mettre en valeur ce qui fonctionne bien dans votre structure et avec vos équipes. Donc, on a pu identifier que la communication orale et informelle entre les professionnels fonctionnait très bien, qu'il y avait une réelle démarche d'amélioration, une vraie volonté concernant les équipements. Par exemple, les EHPAD s'étaient équipés de nouveaux lits pour les résidents et avaient réaménagé tous les jardins. On a pu observer une grande bienveillance et une écoute vis-à-vis des résidents. Le fait aussi que leur autonomie était très encouragée. Et puis que les situations de rupture de parcours étaient également bien identifiées. Donc globalement, on a vraiment observé une volonté de bien faire et une bonne dynamique d'équipe dans cet EHPAD. Donc on a bien sûr mis en avant tout ce qui fonctionnait bien, mais l'idée c'était aussi d'identifier les axes d'amélioration sur les différentes thématiques. Donc sur la thématique des droits de la personne accompagnée, on a du coup identifié la nécessité de mettre en place un livret d'accueil spécifique à la structure, puisqu'il y en avait un mais qui était commun au centre hospitalier et à l'EHPAD. Donc là, l'un des projets, c'est vraiment de faire un livret d'accueil spécifique à l'EHPAD. Diffuser davantage aussi les chartes, notamment celles des droits et libertés. Mettre en place un affichage qui renseigne le code couleur des tenues des professionnels pour qu'ils soient bien identifiés par les résidents.
informer aussi davantage les usagers sur le rôle de la personne de confiance et également mettre en place des formations et actions de sensibilisation sur les droits de la personne accompagnée. Sur la deuxième thématique, expression et participation de la personne, on a identifié la nécessité de mettre en place un questionnaire de satisfaction, ce qui vous permettra aussi du coup d'alimenter votre plan d'action, de formaliser davantage les modes de communication entre le CVS et entre le résident, parce qu'on a pu voir que du coup, il y avait des infos qui étaient perdues, notamment au niveau des comptes rendus, et puis parfois aussi que les membres du CVS étaient peu connus des résidents. Le fait d'ouvrir un petit peu vers l'extérieur les activités, puisqu'on a pu observer qu'il y avait beaucoup d'activités organisées au sein de l'EHPAD, mais peu à l'extérieur. Donc ça a été aussi identifié comme axe d'amélioration. Et aussi d'informer plus largement les personnes accompagnées sur les démarches citoyennes, notamment les élections, et puis trouver des moyens de leur permettre d'y participer plus facilement. Sur la troisième thématique, sur la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement, on a identifié le fait de systématiser ce projet d'accompagnement individualisé à l'arrivée et aussi de le réévaluer, et puis d'instaurer sa co-construction avec la personne accompagnée, mais aussi idéalement avec ses proches et avec le professionnel référent. Sur l'accompagnement à la santé, ce qu'on a pu mettre en exergue, c'était la nécessité de mettre en place des formations à l'évaluation de la prise en charge de la douleur. La mise en place également d'un protocole sur tout ce qui était prise en charge médicamenteuse. Et puis identifier des actions de prévention à la santé et développer des programmes d'éducation thérapeutique en lien avec la population accueillie. Donc là, en l'occurrence, pour l'EHPAD, les axes identifiés, c'est le diabète et les troubles nutritionnels. Et enfin, sur tout ce qui est démarche qualité et gestion des risques, on a identifié 2 axes sur 2 critères impératifs, sur le traitement des plaintes et réclamations, et puis également sur le traitement des événements indésirables, et notamment le fait d'amplifier en CVS la communication sur ce sujet-là, déjà d'expliquer ce qu'est un événement indésirable grave associé aux soins, comment il est traité en interne, et puis les mesures correctives qu'on peut mettre en œuvre après une analyse collective. Je vais vous présenter rapidement les outils démarche qualité qu'on développe au sein de la FORAP. Donc la FORAP, pour rappel, c'est la fédération qui regroupe toutes les structures régionales d'appui de France. Donc on compte 14 structures au total. Et en fait, on a un travail de co-rédaction sur des fiches mémo qui sont liées aux 18 critères impératifs. Donc là, on a 6 fiches mémo qui sont déjà disponibles. Donc voilà, c'est simplement sur demande. Vous nous les demandez par mail et on vous les envoie. Et donc, on a 6 fiches mémo déjà disponibles sur 6 thématiques. Alors, on a parfois regroupé des critères impératifs qui étaient un peu similaires pour un peu grouper les sujets. Voilà, il y a 2 posters aussi qui sont disponibles sur la manière de mener une démarche qualité. Là, c'est plutôt à destination de la gouvernance, sur les indispensables pour mener une démarche qualité. Et on en a un deuxième à destination des professionnels et des personnes accompagnées. Là, c'est plutôt calqué sur la route des Ming. Donc le fait, par exemple, si on prend l'exemple du projet d'accompagnement, de planifier le projet, de le mettre en œuvre, mais surtout de ne pas oublier de l'évaluer et ensuite de le réévaluer par rapport à l'évaluation qu'on a faite. Voilà. Donc on vous a remis notre contact. Vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn puisqu'on publie on vous donne des infos sur tous les outils qu'on met à votre disposition et également sur tous les événements qu'on organise en présentiel, mais aussi en visioconférence. Essayer d'aller rapidement sur la présentation du CREAI. Certains acteurs ne sont pas nos interlocuteurs habituels, d'autres un peu plus. On est essentiellement dans le champ de la protection de l'enfance et du handicap. Mais certains CREAI travaillent auprès d'autres populations, d'autres types de structures. Ce sera peut-être notre cas demain. Aujourd'hui, on est vraiment sur ces 2 champs-là. Simplement resituer l'existence des CREAI dans chacune des régions
administrative via une instruction ministérielle qui en définit les contours et un cahier des charges et qui nous place à l'interface des porteurs de la politique publique, des acteurs qui s'ouvrent de plus en plus vers ceux du droit commun. Donc ça, c'est quand même une énorme évolution pour nous. On commence à travailler en lien du point de vue des pouvoirs publics avec des CAF pour travailler à l'accompagnement de l'inclusion dans des crèches, dans des centres de loisirs. Donc ça s'inscrit évidemment dans la mise en œuvre de cette société inclusive. Et puis il y a quelques années, on n'aurait pas forcément indiqué le troisième pilier qui est fondamental, et notamment dans cette démarche d'évaluation aujourd'hui, c'est la place des personnes concernées. Ça a été évoqué, on sait tous en parler, on est tous convaincus du principe, on est, je pense, tous d'accord là-dessus. Sur la mise en œuvre, on sait très bien que c'est loin d'être aussi évident et qu'on a à lancer un certain nombre d'expériences, à les modéliser, à réévaluer pour que ça puisse se mettre en œuvre de façon cohérente et pas être sur des participations alibi ou strictement réglementaires. Nos missions, animation du réseau, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on va faire dans d'autres journées d'études, de colloques, des études, information, documentation évidemment, formation, appui technique, j'y reviendrai après. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'imbriquer l'ensemble de ces missions-là, de ne pas avoir une étude déconnectée d'un contenu de formation ou de l'animation du réseau, de mettre en lien tous ces types d'interventions et de faire du CREAI ce lieu tiers qui permet de réunir les acteurs et de co-construire. Ça, c'est pour nous aujourd'hui fondamental. L'équipe, une partie présente aujourd'hui, je passe rapidement, je ne vais pas vous présenter tout le monde, simplement pour dire que pour répondre aussi aux enjeux de l'accompagnement de la qualité, ça fait partie de recrutement qu'on est en train de faire pour compléter l'équipe. C'est aujourd'hui 12 personnes, d'ici quelques semaines une quinzaine de personnes, avec des profils aussi qui s'élargissent vers l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, sur certains projets qu'on est en train de mener, et qui embarquent la question de l'accessibilité. Alors le facile à lire et à comprendre, oui, mais l'accessibilité universelle, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Il y a des enjeux sans doute qui seront peut-être évoqués après. On a travaillé avec l'association, nous aussi, sur des serious games, etc. Quelle place on arrive à leur donner sur ces types d'accompagnement ? Vous retrouverez tous les contenus, les études et les éléments dont je vous parle et les informations, aussi des informations du secteur de certains d'entre vous qui font partie des partenaires du CREAI sur le site qui a été revisité l'année dernière. Je passe très rapidement. Parmi les exemples que vous trouvez aussi via le site, ce sont les CREAI qui travaillent sur la consolidation des données en matière de handicap en France. Là où l'ONU pointe régulièrement du doigt la France sur cette question-là, il y a un certain nombre d'éléments qui existent et qui servent en gros aujourd'hui à tous les diagnostics, à toutes les études, c'est la seule base consolidée open access qui existe, qui n'est pas forcément la plus simple et qui ces dernières semaines s'est vue enrichir sur certains des indicateurs ANAP. Ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vous invite simplement, pour ceux que ça peut intéresser, puisqu'on est sollicité régulièrement, est-ce que vous avez des données pour telle étude de besoin, pour tel diagnostic sur le territoire, pour ouvrir un dispositif expérimental. L'objectif pour nous, avec les autorités de contrôle, ça va être de faire vivre cet outil. Ce n'est pas simplement de référencer des données brutes dans un tableau, parce que ça ne veut rien dire. L'enjeu, c'est l'analyse derrière et à quelle réalité de territoire ces données peuvent correspondre. Donc ça, c'est un de nos objectifs en lien avec les MDPH, avec les autorités de contrôle, mais aussi avec les acteurs. C'est un outil qui peut parfaitement être enrichi de nouveaux indicateurs. START, ceux du secteur du champ du handicap, notamment, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, je pense. On vous a laissé une plaquette sur ce dispositif qui est assez nouveau dans le format à être formé par des aidants en tant que professionnels ou par des pairs professionnels. C'est ce modèle-là qui en fait la particularité, et aussi de dire, au-delà d'une formation one-shot, entre guillemets, 4 jours, avec plein de connaissances qu'on a du mal bien souvent à opérationnaliser derrière, c'est comment est-ce qu'on arrive à structurer l'ensemble des participants en communauté de pratique sur les territoires, à rester en lien et à partager ces expériences qui ne se formalisent pas toujours de façon simple sur un document ou à travers une réunion X ou Y. La formation, c'est aussi de dire que
Aujourd'hui, on s'est arrêté au catalogue 2022. On n'a pas sorti de catalogue 2023, on a la question de temps en temps, simplement parce que d'abord les contenus en sont très proches et qu'on est de plus en plus plutôt sur la logique d'appui technique, d'accompagnement dans la durée. On se rend bien compte que d'une demande à une autre, les intitulés sont différents et finalement le besoin de ces deux structures est le même, ou l'inverse. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à construire des appuis techniques et intègre des apports de connaissances dans la durée plus que dans des formations one-shot. Parmi ces appuis techniques, on a pu commencer à travailler avec certaines associations sur la mise en œuvre de leur démarche qualité, sa structuration, son pilotage éventuel au niveau associatif, etc. Donc, pour rejoindre le sujet du jour, c'est dans le cadre de ces accompagnements, en vous rapprochant de nos équipes, qu'on peut imaginer des accompagnements plutôt sur mesure. Et puis, je passerai très rapidement, parce qu'on a une petite vidéo d'1 minute, je pense que ça fera gagner beaucoup de temps. Pour certains qui connaissent, Arsène, c'est un outil qui a été développé dans le cadre de la mise en œuvre de l'évaluation interne par le réseau des créailles, avec des acteurs sociaux, médico-sociaux, qui s'est enrichi, je crois, d'une vingtaine de référentiels correspondant aux différents types d'établissements et services qui pouvaient exister, qui permettait de mettre en place un plan d'amélioration continue de la qualité. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui existe toujours et pour lequel on a mis en œuvre, je crois qu'il y a une centaine de licences dans la région sur cet outil-là. Tout le travail de 2022 a été d'adapter l'outil au nouveau référentiel HAS et de créer les liaisons entre ce qui pouvait exister de façon à ce que les utilisateurs actuels ne perdent pas tout ce sur quoi ils avaient pu capitaliser ces dernières années et qu'il y ait certes une démarche à remettre en place, mais qui n'amène pas à repartir de zéro. Alors, une porte d'entrée, on a fait un petit comparatif rapide, hein, c'était de dire, si on prend les 9 thématiques, est-ce que j'ai le pointeur là? C'est ça? Si on a 9 thématiques dans le référentiel HAS, on part de 5 domaines dans Arsène, 42 objectifs, 23 dimensions, 157 critères, 73 critères, la plus-value potentielle, elle est là. C'est-à-dire que ça sera peut-être évoqué dans les retours d'expérience par la suite, c'est comment est-ce qu'on s'approprie le référentiel avec une maille qui certes permet d'avoir un discours unique, un langage commun, mais qui du coup oblige à se l'approprier aussi derrière en étant sûr d'avoir balayé toutes les dimensions de chacun des critères. Donc c'est des choses que vous pouvez retrouver à travers ce genre d'outils et qui peuvent soutenir la démarche. Ça n'est qu'un outil. Ça n'enlève rien à l'appropriation de la démarche et aux accompagnements qui méritent d'être proposés. Ça, je l'ai déjà évoqué. Tout le travail a été de reventiler les critères et de créer les liens entre les domaines des deux outils. Simplement, tout ça, vous l'aurez vous pouvez sortir un rapport ensuite format HAS. En 2023, il y aura la porte d'entrée directe par le référentiel HAS qui sera possible. Et vous pouvez sortir des rapports, critères impératifs, des rapports par thématique, de façon à pouvoir vous inscrire dans la dynamique du nouveau référentiel. On a travaillé aujourd'hui sur les structures pour enfants en situation de handicap, adultes en situation de handicap, les structures de la protection de l'enfance, les structures personnes âgées. En 2023, là, ce qui est en cours, il y en a 2 qui sont en cours, dont la PJJ, par exemple, qui est un des utilisateurs, notamment dans la région. Juste pour finir, donc je disais l'entrée directe par le référentiel HAS courant 2023.
la construction en cours d'un module spécifique pour les personnes concernées qui pourrait rentrer aussi dans l'outil, un outil qui sera co-construit avec des personnes, notamment en situation de handicap. Et puis, ce qui est prévu également par la suite, c'est de compléter le plan d'amélioration continue de la qualité avec la gestion centralisée des événements indésirables, et notamment des EIG. Simplement pour conclure, dire aussi que sur la partie de l'animation, c'est l'association de la HAS, de nos deux fédérations et de l'organisation de cette journée. C'est aussi ce qui nous amène à commencer à réfléchir à la co-construction de modalités d'accompagnement. Les CREAI travaillent sur certaines modalités, sur une partie du secteur social, médico-social plus particulièrement. On a des compétences complémentaires entre les deux structures. Il est fort probable, en tout cas on s'engage dans cette voie-là, la transformation c'est pas que pour les autres. Certes on essaie de l'accompagner au mieux, mais travailler en partenariat c'est aussi ce qui fait l'essence aujourd'hui de nos pratiques. Donc on est assez engagé dans cette voie-là et vous serez sans doute amené à rencontrer des propositions conjointes CREAI-SRA par la suite. Voilà. En général, pour ceux qui me connaissent, c'est moi qui ai besoin d'un maître du temps. Je pense qu'on s'en est pas mal sorti ce matin.